Traces de sang sur les chaînes de Jean Bersan, traces de sang sur les méandres, tout l'âme aujourd'hui sur le laurier de la Corée, les traces à carillons de leurs éclats. Général Guimison, cher est son nom. Oh, Général Guimison, bourré son nom. Ce n'est pas un voyage comme les autres. Après plusieurs mois de tractations avec les autorités nord-coréennes à Paris, nous avons obtenu un visa pour Pyongyang. Dès notre arrivée, le ton est donné. Séance de photos obligatoire. Les journalistes sont sous étroite surveillance. Se rendre en Corée du Nord, c'est accepter la présence 24 heures sur 24 de guides garants de la bonne image du pays. Il faut respecter la loi. On ne permet pas la sortie des journalistes français. Notre État, la Corée, n'est pas les Français. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé aux manœuvres anti-nord-coréennes. Il n'y a jamais eu de manœuvre française contre la Corée du Nord. Mais à Pyongyang, l'étranger est potentiellement un ennemi qu'il faut surveiller de près. Chaque guide a pour tâche d'encadrer le visiteur et de relayer la propagande du régime. Même officiels, les guides nord-coréens ne peuvent pas être filmés. Lors de notre séjour, nous allons être confinés dans cet hôtel de Pyongyang, sans aucune possibilité de sortir librement dans la ville. Ah, Monsieur Han. Qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant? Oui. On se promène. Où ça? Ici, à l'hôtel. Dans l'hôtel? Mais peut-être qu'on peut sortir en ville? Non. Après avoir erré plusieurs heures dans le hall de l'hôtel, notre première sortie est enfin autorisée. Chaque déplacement est programmé à l'avance et sert les objectifs de la propagande. La maison natale du fondateur de la nation rappelle aux étrangers les actes héroïques du président Kim Il-sung et permet d'installer la légende familiale. Dès l'âge de 14 ans, le président Kim Il-sung a quitté sa maison natale. Il était très déterminé à ne pas revenir tant que notre pays ne serait pas devenu indépendant. Pendant 20 ans, notre président a mené une lutte armée contre les Japonais jusqu'à sa brillante victoire et il a finalement réussi à libérer notre pays. Des centaines de militaires nord-coréens sont en pèlerinage obligatoire pour honorer la mémoire du président éternel. Du grand-père Kim Il-sung à l'actuel dirigeant, son petit-fils Kim Jong-un, les leaders ne font qu'un dans le discours officiel. À présent, nous devons respecter le camarade Kim Jong-un comme notre commandant suprême. Il est exactement comme le président Kim Il-sung et le grand général Kim Jong-il, dans ses idées, sa direction et son humanité. À l'avenir, nous les Coréens, nous serons victorieux sous la direction éclairée de notre très respecté maréchal Kim Jong-un. Nous avons été autorisés à nous rendre à Pyongyang pour filmer les nouvelles infrastructures de la capitale. Les autorités veulent effacer l'image habituellement attachée à ce pays. Régime totalitaire, dynastie familiale et brutale répression. Cet hôpital flambant neuf est un moyen de communication idéal pour le régime. Le 3 novembre dernier, le maréchal Kim Jong-un est venu visiter notre hôpital. Il était très content. Il a dit qu'il avait l'impression de rentrer dans un palais. Regardez le lustre accroché ici, c'est notre emblème.
Il représente le sein d'une femme. Voici la chambre qui a été visitée par notre vénéré maréchal Kim Jong-un le 3 novembre 2012. Entrez. Voici le lit où notre maréchal s'est assis quand il est venu. Il a demandé combien de jours les patients restaient ici. Et cette télévision a été envoyée par le maréchal Kim Jong-un dès le lendemain de sa visite. C'est un 42 pouces. Et donc vous dormez ici, c'est ça? Vous restez hospitalisé ici? Oui, je suis hospitalisée. Vous parlez français? On a de la chance, on rencontre une patiente et elle parle français. Vous allez rester combien de temps ici encore? Une semaine. Ça sera suffisant, je pense. Sous son costume de malade, cette patiente maîtrise son jeu. Dans cette pièce de théâtre, la mise en scène est bien huilée. Mais la réalité prend vite le dessus. Ça arrive souvent, les pannes de courant. Face à ce genre d'événement, le personnel de l'hôpital reste impassible. Rien ne doit ternir l'image de leur pays et de leurs dirigeants. Comme je vous ai dit ce matin, notre pays est un État belligérant avec les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud. Oui. Vous connaissez bien, vous le connaissez bien, oui. Alors, il faut beaucoup de soldats, beaucoup de militaires pour défendre la patrie. La tension est toujours présente dans la péninsule coréenne. Le commandant suprême Kim Jong-un, il est très jeune, vous connaissez bien. Il a déclaré, si les ennemis osent allumer même une mèche de la guerre, la Corée infligera un coup mortel et décisif pour réunifier la patrie. Oui? La réunification de la patrie est le vœu ardent des Coréens, de tous les Coréens. Ce désir de réunification date de la fin de la guerre de Corée en 1953. La péninsule est alors séparée en deux pays, mais aucun traité de paix n'est signé. Les deux Corées sont officiellement encore en guerre. La Corée du Nord a depuis été dirigée par Kim Il-sung jusqu'en 1994, puis par son fils, le général Kim Jong-il, mort le 17 décembre 2011. Kim Jong-un, fils du défunt Kim Jong-il, est désormais au pouvoir depuis 3 ans. Morts ou vivants, les Kim continuent de régner sur les 24 millions de Nord-Coréens. La famille Kim est la première dynastie communiste de l'histoire. Le nouveau dirigeant est présenté au peuple comme un successeur naturel. Âgé d'à peine 30 ans, Kim Jong-un reçoit rapidement le titre de commandant suprême puis de maréchal et consolide son pouvoir. À son arrivée à la tête du régime, Kim Jong-un avait suscité un espoir au sein de la population. Plus moderne que son père, il inaugure des parcs d'attractions et apparaît en compagnie de sa femme à chacune de ses sorties publiques. Jamais un dirigeant nord-coréen n'avait jusqu'alors adopté une telle attitude. Kim Jong-un cultive son image jusqu'à sa posture physique, rappelant celle de son grand-père Kim Il-sung. La propagande
a désormais intégré le troisième homme fort de la nation nord-coréenne. Le dirigeant est le cerveau de cette nation et son peuple en est le corps. Cet autre guide est là pour nous le rappeler. Notre maréchal Kim Jong-un, il est exactement pareil que le général Kim Jong-il dans sa vertu humaine, dans sa direction politique et dans son idéologie. Donc tout le peuple le respecte et le vénère. Le discours des guides est toujours le même. Sous Kim Jong-un, la dévotion au leader reste donc religieuse. Comme tous les étrangers de passage, nous sommes dans l'obligation de nous plier aux exigences du régime. Avant de les considérer comme des leaders ou des chefs d'État, nous, chez nous, on les considère comme nos pères de notre famille. Que ce soit des petits ou que ce soit des personnes très âgées, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Toute la nation coréenne les considère comme nos pères. En 3 ans de pouvoir absolu, comme son père et son grand-père, le maréchal Kim Jong-un s'est fait une place jusque dans l'intimité des familles. Cette scientifique à la retraite et sa petite-fille servent à valoir au régime. Quel est votre sentiment à l'égard du maréchal Kim Jong-un? Comme tout le monde, je considère que le maréchal Kim Jong-un incarne notre destin. Il est notre avenir et notre père à tous. Vous, les étrangers, vous ne pouvez pas comprendre à quel point nous vénérons notre maréchal. Tout le peuple remet son destin et son futur entre ses mains. C'est grâce au maréchal Kim Jong-un que je suis riche et que je peux vivre dans ces conditions. Alors vous connaissez peut-être cette chanson qui parle de l'essor de notre jeune pays et qui dit que la construction de notre pays sera réalisée par notre peuple sous la direction du camarade Kim Jong-un. Grâce à lui, notre avenir sera brillant et le socialisme triomphera. 아침 저녁 소원은 하나 원수님의 안녕입니다. Vous voyez, même les petits-enfants, le maréchal leur manque et donc ils le saluent en chantant. Votre petite fille qui vient de chanter, elle a 2 ans. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour l'avenir? Dans quel pays elle va vivre? Je suis certaine qu'elle vivra dans un pays fort et prospère qui reflètera la puissance du mont Paektu. Je suis sûre qu'elle vivra dans un monde où elle n'aura rien à envier aux autres. Elle est déjà dans une bonne crèche et elle va fréquenter le lycée et l'université gratuitement. Nous espérons qu'elle deviendra une scientifique, comme son grand-père. Et nous voulons qu'elle contribue au développement de notre pays, aux sciences et aux technologies, sous la direction de notre maréchal Kim Jong-un. Sous Kim Jong-un, la future élite de la nation est formée dans des écoles modèles de Pyongyang. Dans celles-ci, les enfants des familles proches du pouvoir deviendront un jour des virtuoses de la musique. Nous formons des enfants au piano, mais sur la trentaine d'élèves, tous ne seront pas pris à l'Académie nationale de musique. Certains deviendront pianistes et d'autres deviendront seulement des compositeurs ou des chanteurs.
Dans notre maternelle, ces étoiles rouges sont des récompenses données aux enfants s'ils travaillent bien. Quand ils voient ces étoiles, ça leur donne envie de s'enrôler dans notre armée. La jeunesse est donc forgée à l'idéologie dès son plus jeune âge et joue un rôle central dans la propagande. Ces enfants doivent attendrir, ils sont choyés et bien nourris. Ce sont les privilégiés du régime, les garants de sa pérennité. De la maternelle à l'université, le culte du leader semble sans faille. Mais les parades, les chansons et les sourires masquent une autre réalité. Nos images tournées en Corée du Nord ne permettent pas de comprendre le fonctionnement de ce pays opaque. Seuls les réfugiés nord-coréens peuvent donc décrypter le quotidien de ce pays. Ce qu'on voit sur vos images, ce sont des élèves qui ont le même niveau scolaire. Ceux qui guident les parades dans les rues de Pyongyang sont préparés psychologiquement pendant toute leur scolarité. Et en général, ils ont des facilités matérielles grâce à la situation de leurs parents. Car c'est un privilège de mener des parades comme celle-là dans les rues de la capitale. La différence entre les enfants de Pyongyang et ceux de la campagne, c'est la taille des élèves. Dans la capitale, ils sont bien plus grands au même âge qu'à la campagne. Cette différence est due au manque de protéines. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles chansons à la gloire de Kim Jong-un inculquées aux enfants. Nos parents eux-mêmes nous les enseignent. Si les enfants chantent des chansons qui vont à l'encontre du socialisme nord-coréen, ils sont critiqués devant les autres. L'encadrement de la jeunesse est la priorité absolue. Au cœur de cet enseignement figure un patriotisme exacerbé. Ces enfants sont le futur de la Corée du Nord et doivent être prêts à défendre leur pays. À travers l'organisation de spectacles de masse, la Corée du Nord peut exalter son sentiment de puissance. Ces 20 000 jeunes participants sont tous issus des familles les plus fidèles au régime. À Pyongyang, cette population constitue dans le vocabulaire du régime les masses du noyau central. Des étudiants, des enseignants ou des militaires haut gradés à la loyauté irréprochable. Ces hommes et ces femmes issus de l'élite de la capitale sont les seuls accessibles aux étrangers. C'est le cas de la famille Park, un couple de professeurs d'université choisis par nos guides. En récompense pour son comportement exemplaire, la famille Park a pu emménager dans cet immeuble. Je suis encore ému en vous en parlant. Avant, nous habitions sur la colline de Mansudong, là où se trouvent les 2 statues de nos dirigeants, dans un immeuble au 15e étage. Nous avons obtenu cet appartement le 2 juillet 2012.
On a reçu la visite de notre maréchal Kim Jong-un le 4 septembre 2012. Et il a visité chaque pièce, jusqu'à la salle de bain. Il a alors ouvert le robinet devant nous et l'eau coulait bien. Il était donc très satisfait. Je n'en croyais pas mes yeux de pouvoir habiter dans un tel appartement. Le jour de la visite de notre maréchal Kim Jong-un, je lui ai moi-même demandé « Cher leader, pourquoi une famille comme la nôtre a-t-elle le droit d'habiter dans un appartement aussi luxueux ?» Le maréchal m'a alors répondu « Dans notre société, les enseignants sont les gens qui ont le droit au plus grand respect, ainsi que leur famille. Si vous ne pouvez pas bénéficier d'un appartement comme celui-ci, qui d'autre le pourrait? Vous méritez de vivre ici. » C'est ça que le maréchal m'a répondu. Un appartement modèle pour une famille modèle. Le bonheur à la nord-coréenne est une fois de plus mis en scène. Pour s'assurer de leur fidélité et masquer la chape de plomb qui règne sur la population, Kim Jong-un a transformé Pyongyang en une vitrine pour les privilégiés du régime. Notre maréchal Kim Jong-un, il essaie de faire en sorte que tout le peuple puisse jouir d'une vie heureuse. Et il veut qu'en fait, le peuple puisse vivre dans un pays très civilisé, un pays socialiste civilisé. C'est sa volonté et décision que le peuple puisse jouir d'une vie très moderne. Ça montre qu'on essaie de développer non seulement le loisir, mais le sport, la santé, la culture. On essaie de vivre dans un monde plus civilisé, quoi. Le despote Kim Jong-un a décrété que les Nord-Coréens devaient s'amuser. Le pays serait entré dans une nouvelle ère, celle de la société des loisirs. C'est du moins ce que les autorités veulent montrer aux visiteurs étrangers. En périphérie de Pyongyang, ce centre équestre est le dernier lieu inauguré par le maréchal Kim Jong-un. Ce centre équestre a été conçu pour accueillir tout le peuple. Des ouvriers, des employés, des paysans, des personnes âgées et même des petits-enfants. Rien n'est laissé au hasard, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Je suis en route là. Ils veulent voir le manège. Alors dépêche-toi de tout préparer et préviens les autres. Parce que là on arrive. Le cheval est le symbole de la puissance de la Corée du Nord. À en croire les Nord-Coréens, la famille Kim serait une dynastie de cavaliers. La légende autour du leader suprême continue. Entre 1990 et aujourd'hui, le maréchal Kim Jong-un est monté 300 fois sur un cheval, sur les conseils et avec l'entraînement du général Kim Jong-il. Il a fait beaucoup d'efforts pour y parvenir. Pour devenir un bon cavalier, il a étudié et lu beaucoup de livres qui lui ont permis de maîtriser toutes les techniques de l'équitation. C'est pourquoi aujourd'hui, il a un très haut niveau. Le mythe autour de Kim Jong-un frise le grotesque. L'endoctrinement s'invite dans tous les domaines. Notre présence doit permettre à cette ultra-propagande de franchir les frontières. Le rôle des journalistes est très important et c'est pour ça qu'on attache une très grande importance à votre documentaire que vous allez faire de notre pays. On espère que vous allez faire un documentaire avec les explications que vous avez entendues de notre part et être très objectif et équitable. Dans notre programme est inclus la dernière folie du maréchal Kim Jong-un. Une station de ski située à 200 km de Pyongyang. Ses études passées en Suisse lui auraient laissé le goût des sports d'hiver. Le régime a dépensé 300 millions de dollars pour la construction de ce complexe. Kim Jong-un a surtout réussi son pari, contourner l'embargo sur les produits de loisirs imposé par la communauté internationale. Nous avons 10 pistes de ski à la station de Massik, 9 pour les professionnels et 1 pour les débutants.
Nous avons commencé à construire ces pistes en mai 2013 et nous avons tout fini le dernier jour du mois de décembre 2013. C'est ce que le maréchal avait exigé et on l'a réalisé. Notre leader a même fait la promotion de notre station dans le monde entier. Le ski fait partie de la civilisation de notre pays. C'est donc pour élever le niveau de civilisation de notre peuple que le maréchal Kim Jong-un a voulu cette station. Mais qui donc en Corée du Nord peut s'offrir le luxe de séjourner ici? Personne ne souhaite expliquer les conditions de son séjour. Comme cette station a été conçue pour accueillir tout le peuple, le prix a aussi été mis en place pour le peuple. Au pays du socialisme du maréchal Kim Jong-un, la question de l'argent reste un tabou. Seuls 5000 Nord-Coréens auraient aujourd'hui les moyens de profiter de cette station. Aux yeux de ce réfugié nord-coréen, ces nouvelles installations sont inacceptables. Tout ça est bien ridicule. Les gens meurent de faim, donc toutes ces infrastructures, ce sont pour les gens riches de Pyongyang. Les autres n'en ont rien à faire. La réalité, c'est que les gens souffrent en Corée du Nord. Quand je vois la construction de tous ces lieux de divertissement à Pyongyang, je me dis que c'est uniquement pour apaiser le peuple et pour montrer aux étrangers que le pays est capable de ce genre de réalisation. Tout cet argent dépensé pour ces constructions, ils auraient pu le redistribuer au peuple. Là, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Les difficultés économiques de la Corée du Nord n'empêchent pas le régime de dépenser sans compter. Tous les 2 ans, Pyongyang organise un festival de cinéma ouvert aux étrangers. Un moyen pour les autorités de présenter au monde une image de prospérité matérielle et culturelle. Nous déclarons ouvert le 13e Festival international du film de Pyongyang. Les films et les dessins animés sont bien sûr consensuels. L'ouverture sur l'étranger a ses limites et l'hommage aux dirigeants n'est jamais loin. Cet événement est d'autant plus important qu'il a lieu grâce à l'intérêt et l'amour que porte notre maréchal Kim Jong-un au cinéma. Vous allez voir des films tout à fait nouveaux dans leur forme et leur contenu. Le cinéma nord-coréen occupe une place centrale dans la propagande. Il sert à éduquer avant même de divertir. Ce festival de cinéma permet aussi au régime de se présenter sous un visage avenant, ce que n'oublie pas de marteler le ministre de la Culture. Nous voulons l'indépendance, l'amitié et la paix entre les peuples. Pour le monde entier? Oui, pour le monde entier. Les dignitaires et les quelques étrangers vont profiter d'une soirée orchestrée par la nomenclature du régime.
Mais derrière les apparences d'une Corée du Nord souriante et opulente, le régime continue d'encadrer la vie de chaque habitant. Au pays des leaders suprêmes, le moindre événement est l'occasion d'exalter encore la dévotion aux dirigeants. Personne ne peut y échapper. La Corée du Nord a mis en place un système totalitaire. À l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre de Corée, la population de Pyongyang est réquisitionnée pour célébrer son armée. Notre général Kim Jong-il avait dit qu'on peut se passer des bonbons, mais qu'on ne peut pas se passer des balles de fusil pour sauvegarder notre pays. Le discours de cette guide est inspiré de la politique de Songun, élaborée par l'ancien leader Kim Jong-il. Cette doctrine donne la priorité à l'armée dans la construction du socialisme nord-coréen. Comme son père, Kim Jong-un perpétue la tradition des grandes parades publiques. Il y met en scène son propre pouvoir et la puissance de la Corée du Nord. L'armée est le premier pilier du régime. 1 million de Nord-Coréens y sont aujourd'hui enrôlés. Un tiers de la population est réserviste. Les parades sont très spéciales. Je crois qu'il y avait le même genre d'entraînement du temps de l'URSS. Mais ce que les dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il nous ont enseigné, c'est un mouvement de marche militaire qui date de la fin de la guerre avec le Japon. C'est une technique de défilé que Kim Il-sung utilisait déjà lorsqu'il a combattu les Japonais. Ça sert à impressionner l'ennemi. Comme on marche en sautillant et en levant les jambes très haut, l'estomac est malmené. Quand on est à l'entraînement, on nous demande de mettre 2 ceintures de cuir serrées sous l'estomac. Ces 2 ceintures font remonter l'estomac et c'est très douloureux. Moi, j'ai participé aux entraînements pour ces défilés en tant qu'étudiante de l'université militaire. Mais à quelques jours du défilé, j'ai contracté une paralysie des jambes à cause de ces exercices de sautillement. Je n'ai donc pas pu y participer et j'ai dû rentrer à l'université. Les exercices sont très durs. On avait l'impression d'être entraîné comme si on était prisonnier d'un camp de travail. Et ne pas être capable de faire ces défilés est une véritable honte en Corée du Nord.
Pour asseoir sa légitimité sur l'armée et le parti, Kim Jong-un s'est inspiré des heures les plus sombres du stalinisme. Au mois de décembre 2013, le jeune dictateur a entamé une violente purge au sommet de l'État. Tous les dignitaires lui faisant de l'ombre ont été brutalement écartés, à commencer par son oncle, John Santek, très influent au sein du régime. 조선민주주의인민공화국 국가안전보위부 특별군사재판소는 피소자 장성택이 적들과 사상적으로 동조하여 우리 공화국의 인민주권을 뒤집을 목적으로 감행한 국가전복 음모 행위가 공화국 형법 제60조에 해당하는 범죄를 구성한다는 것을 확증하였으며 흉악한 정치적 야심과 음모가이며 만고역적인 장성택을 혁명의 이름으로 인민의 이름으로 전열히 단죄 규탄하면서 공화국 형법 제60조에 따라 사형에 처하기로 판결하였다. 판결은 즉시에 집행되었다. Jean Santek sera fusillé pour officiellement avoir fomenté un coup d'État. On le disait surtout trop impliqué dans des activités commerciales avec la Chine. L'espoir d'un assouplissement du régime s'est définitivement éteint. Kim Jong-un s'est affirmé comme un chef de guerre. Ses directives, souvent belliqueuses, sont appliquées à la lettre par les soldats nord-coréens. Après l'installation du régime de Kim Jong-un, l'entraînement est devenu de plus en plus intense. Il était déterminé à écraser la Corée du Sud par la force. Il a donc insisté sur les armes dont on se servait en nous ordonnant d'utiliser toutes nos munitions à chaque entraînement. Je me souviens que les directives ont changé à son arrivée. On devait se rendre de plus en plus souvent dans les montagnes pour s'entraîner, parfois jusqu'à 2 ou 3 fois par semaine. Et puis, tout a changé au niveau de notre matériel militaire. On a reçu rapidement de nouvelles balles beaucoup plus performantes, capables de percer des chars ou des plaques métalliques. Je crois que Kim Jong-un veut prouver aux Coréens qu'il est capable de se préparer à la guerre contre la Corée du Sud. Le maréchal Kim Jong-un défie régulièrement son voisin et ennemi sud-coréen. La rhétorique guerrière du régime est suivie d'actes de provocation comme des essais nucléaires ou des manœuvres militaires. L'État a besoin d'un ennemi pour justifier la priorité des affaires militaires sur l'économie. Cette politique se fait aux dépens d'une population qui, en dehors de Pyongyang, reste toujours vulnérable. De 1994 à 1998, le pays a vécu la pire de ces famines, provoquant la mort de centaines de milliers de personnes. À cette époque, j'étais soldat et j'ai eu de graves problèmes de santé. J'avais perdu beaucoup de poids. Je me souviens qu'en face de ma caserne, il y avait une ferme qui livrait de la nourriture à des cellules du Parti du Travail. Je suis allé voir le gardien de la ferme et je l'ai supplié de me donner des pommes. Je lui ai dit « Donnez-moi une pomme avant que je ne meure de faim ». Il m'a alors répondu « Tu peux manger ici ce que tu veux, mais tu ne peux rien emporter, car sinon tous les autres soldats vont venir et tes supérieurs vont te confisquer la nourriture ». J'ai fini par me nourrir d'une pomme le matin et d'une pomme le soir, pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, les grandes famines ont disparu, mais le manque de nourriture reste encore l'ennemi numéro 1 du régime. Un tiers de la population du pays souffre de malnutrition et dépend encore du système de distribution publique. L'État achète de la part des paysans des céréales, de l'aliment à des prix bas, et puis il les redistribue à toute la population. Donc c'est selon le nombre des membres de famille. Et s'il y a des adultes, on donne beaucoup plus qu'à la famille où il y a des enfants. Le régime reste incapable de nourrir sa population, mais veut nous convaincre du contraire. Notre voyage se poursuit donc par la visite d'une ferme, bien entendu modèle.
Ici, ce sont les détails historiques des visites de notre général Kim Jong-il qui est venu à 15 reprises dans notre ferme pour nous donner de nouvelles instructions. Quand il est venu, il a permis, grâce à ses conseils, l'amélioration de la production. Il était très satisfait. Notre général a dit qu'à l'origine, la terre était mauvaise, mais que les paysans avaient bien travaillé et permis l'augmentation de la production. Le général Kim Jong-il a lui-même dit que notre ferme devait devenir un modèle pour tout le pays. Cette ferme modèle a des allures de ferme fantôme. Selon son directeur, 850 paysans travailleraient ici. Mais nous n'en verrons aucun. C'est avec cette serre délabrée que le régime entend nous persuader de la modernité de son agriculture. En fait, la production est principalement pour les habitants des environs. Ce n'est pas nous qui nous occupons du nombre de personnes à qui nous distribuons les légumes. On a une organisation au-dessus de nous qui se charge de calculer et de nous donner les directives de production pour l'année. Les objectifs de récolte fixés par les autorités sont inatteignables. Pour aider les paysans, le régime s'inspire du modèle maoïste et envoie l'armée dans les campagnes. Dès la fin de l'entraînement, on part à la campagne travailler avec les paysans. C'est souvent de l'aide au repiquage du riz et à la plantation du maïs. Chaque régiment est réparti dans les fermes qui sont autour de ces casernes. Les supérieurs nous disent par exemple, telle caserne, vous êtes envoyé dans telle ferme. À la fin de la récolte du maïs, vers fin octobre, début novembre, on rentre dans nos baraquements et on recommence les entraînements militaires d'hiver. En mars 2012, Kim Jong-un a lancé une réforme autorisant les paysans à gérer la moitié de leur production. Mais le manque d'engrais et d'outils agricoles ne permet toujours pas au pays d'être autosuffisant. Cet idéal fondateur reste hors de portée. En apparence, le régime continue de défendre un système d'économie planifiée. Mais aujourd'hui, il n'a plus le choix et tolère les activités commerciales privées. On a toujours des difficultés dans le domaine économique. On a encore des obstacles à surmonter. Mais tout le monde jouit d'une vie stable sous la direction de notre maréchal. Le régime réussit à maintenir cette stabilité en coupant la population du monde extérieur. Seule une poignée de Nord-Coréens parvient à rompre cet isolement en passant par le marché noir. Il y a des intermédiaires qui traversent régulièrement le fleuve Tumen à la frontière chinoise et rapportent de la marchandise. Je faisais du commerce avec quelques amis et je me souviens que tous copiaient et gravaient des DVD sud-coréens importés clandestinement de Chine pour les revendre sur les marchés. En Corée du Nord, se procurer ce genre de DVD est totalement interdit et va à l'encontre du régime et de la loi. C'est même très dangereux d'en posséder. Mais quand il y a un peu moins de contrôle, le soir, les amis et les familles se réunissent vers 22-23 heures jusqu'à l'aube et discrètement, ils en profitent pour regarder ces séries. Je me souviens de cette série sud-coréenne très populaire dans laquelle on voyait un casino dans un pays capitaliste. On y voyait des échanges d'argent, c'était très surprenant pour nous. Car en Corée du Nord, la seule chose que l'on voyait à la télévision, c'était les informations sur les dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors que dans ces séries sud-coréennes, j'ai vu des appartements, des penderies remplies de chaussures et de vêtements. En Corée du Nord, le régime vous répète sans cesse que les Sud-Coréens sont très pauvres. Les gens dans ces séries étaient habillés très librement et moi, ça me plaisait bien. Selon ces réfugiés, la nouvelle élite marchande pourrait déclencher des changements à l'intérieur du pays. Le contrôle de la population s'est donc renforcé depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Les Nord-Coréens n'ont aucune possibilité de quitter le pays légalement. Malgré les risques,
Beaucoup tentent de franchir clandestinement la frontière avec la Chine. 처음 탈북해서 와서 중국에 있는 브로커를 만나서 거기서 한 번에 La première fois que j'ai fui la Corée du Nord, j'ai rencontré un intermédiaire en arrivant en Chine et puis j'ai été vendu à un paysan chinois. Quand on est sur le sol chinois, on est considéré comme un clandestin et pas comme un réfugié. J'ai fini par être attrapé et les autorités chinoises m'ont renvoyé en Corée du Nord. J'ai alors fait 1 an en camp de travail. J'ai été frappé pendant 3 jours. Ces premiers jours sont destinés à faire peur et à vous faire avouer vos fautes. Une fois qu'on a avoué, on est envoyé soit en camp de travail, soit en prison. Pendant ces journées de torture, ils m'ont empêché de dormir et m'ont frappé ici à l'œil. Quand j'étais garde-frontière sur le fleuve Tumen, j'étais chargé d'arrêter les fugitifs. On était postés par groupe de 3 le long de la frontière chinoise. Quand on arrêtait un fugitif, on amenait le prisonnier à notre poste de surveillance. Là, on déclarait l'heure et la date à laquelle on avait attrapé la personne. Ensuite, le fugitif était interrogé par notre chef, puis transféré au département de la sécurité. Si le prisonnier était affamé, on pouvait l'épargner. Sinon, il était envoyé directement en camp de travail ou en prison. Moi, je ne faisais que transmettre ces gens à mes supérieurs. À chaque fugitif attrapé, on recevait des récompenses. J'ai arrêté environ 8 personnes qui tentaient de fuir et de passer le fleuve Tumen pour la Chine. Pour un fugitif capturé, on reçoit une médaille. Si on en capture 5, dans la même année, on est autorisé à rentrer au parti du travail. On nous donne alors des prix et même des congés pour qu'on puisse rentrer chez nous. Une fois que je suis sortie de prison, je me suis demandé comment j'allais continuer à vivre alors que je n'avais plus d'identité. J'étais considérée comme une traître à la nation, donc de toute manière je n'avais aucun avenir en Corée du Nord. J'ai alors tenté de fuir une 2e fois. J'avais réussi à me procurer les coordonnées d'un passeur pendant mon incarcération. C'est grâce à lui que j'ai pu traverser le fleuve Tumen entre la Chine et la Corée du Nord. Ce passeur m'a fait un faux passeport. J'ai pu prendre un bateau pour rejoindre la Corée du Sud dès le lendemain. Malgré les espoirs, l'accession au pouvoir du maréchal Kim Jong-un n'a pas changé la nature du régime. Le décalage entre la réalité du pays et l'image qu'il voudrait donner n'a jamais été aussi flagrant.